Bonjour à tous, merci de ce talk où je vais parler de deux petits sujets. Pour commencer, euh, prenons un qui arrive sur un projet aujourd'hui dans sa zone de confort, tout soit junior ou en reconversion. Des projets où on lui dire vas-y, va faire du bac, pourquoi pas les deux des fois. Donc il fait sa petite feature tranquille en le développant. Et puis il déploie. On peut cliquer plusieurs fois sur le bouton, ça envoie plus de junior. Euh, Je ne vais pas aujourd'hui cracher. Donc ça, c'est il y a quelques mois déjà, quelques semaines, quelques mois, des virus dans les... Ni sur JavaScript, JS, je vais surtout cracher sur le réseau. Donc pareil, les fameuses blagues de, de notre module, la chose la plus grosse, activée peut-être. Euh, je ne parlerai pas de ça. Aujourd'hui, je vais surtout de comment nos applications, elles, en mode client-serveur, et, et comment elles pourraient fonctionner en mode client d'application web. C'est Tu tournes la tête sur la droite. ok. Bref, j'ai essayé de garder, rester droit. Ça s'applique aux applications de notre industrie, souvent. Alors, je généralise beaucoup, mais souvent, on va se dire, OK, je fais ma partie client, je fais ma partie serveur, puis entre les deux, bah, j'ai le réseau, j'ai de la latence, tellement des erreurs de partout. Ça, de base, en démarrant un projet. Et donc, côté client, bah, notre utilisateur, quand on fait une action, il y a de la latence réseau, j'ai une réponse de mon serveur, et donc, pour pallier à ça, entre le moment où j'ai fait mon action, on met des spinners, fait des interfaces vides. Aujourd'hui, c'est bon, quelque chose, quoi. Euh, bon, on fait ça. Un des inconvénients, ça a beaucoup d'avantages. Ok, on déploie dans le cloud, on a notre base de données centralisée, une seule source de vérité, super. L'inconvénient, c'est que du coup, tout le temps, euh, quand on fait du développement logiciel, quand même, c'est les échelles de temps. Donc ça, c'est les chiffres de latence que tous les programmeurs devraient connaître. On est dans l'ordre de la nanoseconde. Donc ces échelles de temps, quand on descend, on est dans les accès à la mémoire. Puis les accès disques, où là, on passe un peu plus sur de la microseconde. Microseconde, pour nos cerveaux, c'est... Et on arrive ensuite, tout en bas du tableau, là, à la réseau, où là, on est plus sur de la milliseconde. Pour les visualiser rapidement, donc j'ai fait un petit schéma interactif, et ça sera le seul, parce que sinon c'est chiant. Vous voyez qu'en fait, même en le représentant, la vitesse, ça va tellement vite que le navigateur, là, il n'est pas capable de... Même là, ça va 10 fois plus vite, c'est l'effet des roues qui vont... voilà, les roues de voiture. Euh, encore dans cache niveau 1, cache niveau 2, etc. etc. Euh, D'un article de blog super qui présente plein de choses de techniques de cache et qui expose ça, mais qui expose aussi du coup ces histoires de temps et d'échelle de temps. Donc à garder en tête aujourd'hui quand on est dans un ordinateur.
En dessous de la milliseconde, tout va bien, quoi. Quand on est dans l'ordre de la milliseconde, si vous avez des choses qui mettent plus d'une seconde à se démarrer, il faut se poser des questions. Nos applications web aujourd'hui, elles sont distribuées, c'est impondérable. Il y a une chose sur laquelle on ne peut pas faire grand-chose, c'est la latence réseau, la distance physique qui nous sépare des choses, de nos serveurs à distance, de nos... Mais même ça, en fait, aujourd'hui, euh, une requête réseau à travers le monde, c'est extrêmement rapide. Pourtant, nos applications, elles sont toujours lentes. Donc, qu'est-ce qui est acceptable aujourd'hui? Je pose juste la question. À l'heure où on n'en finit plus de mettre des milliards de GPU dans le cloud et de CPU partout, eh ben, on a quand même cette latence réseau à gérer. Petit rappel, on perçoit la lenteur, notre cerveau, notre œil, on l'aperçoit à partir de cette fameuse limite de 300 millisecondes. Et à partir de 300 millisecondes, on commence à la percevoir. Donc souvent dans les animations, dans nos interfaces front, on dit ces animations jamais plus de 300 millisecondes. Sinon, c'est laggy, quoi. Ça slug un peu. Ça ne veut pas dire que vos API sont autorisées à répondre dans ces temps-là. Ce n'est pas parce qu'on fait des animations qui peuvent être perçues par l'être humain qu'en fait, on pourrait aller beaucoup plus vite que ça. Bref, un autre argument que je vais faire, c'est que tout le monde n'a pas forcément la fibre optique avec des vitesses de réseau de fou. Il y a des cas dans les transports, sur vos applications mobiles, on n'est pas toujours là. Le Wi-Fi en conférence, c'est pas toujours ça, ou dans le train, bref. Ou au fond de votre bar préféré, dans une cave, vous n'avez plus qu'une barre de réseau et ça marche plus, donc c'est à prendre en compte. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer dans ce code? Au-delà du fait que ça soit du React, on est dans une chose standard, on fait du front, on est obligé de gérer un état avec OK, j'ai mon état en cours de chargement, j'ai mon état en erreur, et puis j'ai mon état avec ma donnée. Et en fait, à ce niveau-là, il peut se passer énormément de choses niveau réseau, que ça ne fonctionne plus. Et donc c'est à nous aujourd'hui dans notre code de gérer ça. Hop. Ça vient pas, ça réagit plus. Voilà, code React a tout fait planter. Excusez-moi. Tout requitter. Les aléas du direct. Hop. On y retourne. Et donc oui, voilà, à ce niveau-là, mon niveau réseau, tout peut mal se passer. On a d'autres problématiques à gérer dans le front, souvent. Vous avez plusieurs onglets ouverts. Souvent, notre gestion d'état dans nos applications single page app, elle n'est pas faux folle. Et le nombre de bugs qui arrivent parce que on a un QA ou un utilisateur qui a juste rafraîchi la page et en fait, vous n'aviez pas tout ce qu'il fallait en place pour que ça puisse arriver. Bref, problème de SPA classique. Aujourd'hui, on est obligé dans notre front de faire de la gestion d'étapes parce qu'on fait de plus en plus de bacs qui sont stateless, sans session. Donc c'est au front de gérer cette complexité, en plus de cette complexité réseau. Aujourd'hui, on a toutes les gestions d'erreurs possibles à cause du réseau, la synchronicité, bref, les race conditions. Je passe très vite, j'aime beaucoup cette citation aussi, encore un autre argument, c'est juste l'ordinateur de quelqu'un d'autre.
Et une autre dernière chose, et je vais en terminer avec mon introduction qui est beaucoup trop longue, c'est au final, vous avez des bases de données centralisées. Ben, la question, c'est pas est-ce que je vais me faire pirater, mais ben, quand? Un de ces quatre. Bref, du coup, aujourd'hui, le concept dont je veux vous parler principalement, c'est le local first. Et donc, qu'est-ce qu'on veut faire avec le local first? Déjà, d'où ça vient, d'où ça sort. Tout ce que je vais vous raconter là, ça vient d'un gros essai de Ink on Switch, qui est une boîte qui a fait plein d'applications local first. Donc le concept n'est pas de moi, et je ne suis qu'un simple messager. Et bref, donc ces principes, c'est quoi? Il y a plusieurs grands principes, 6 ou 7. Le premier, c'est que il n'y a pas de loader, il n'y a pas de barre de chargement, il n'y a pas de squelette en attendant le réseau. Votre travail, il est sur votre poste, sous vos doigts. Donc voilà, pas de spinner, pas de barre de progression, pas de squelette. En théorie, le travail que vous faites aussi n'est pas, même si on est uniquement local, ne devrait pas être restreint à un seul appareil. On a beau faire du local first, si j'ai une session d'ouverte sur un site et que j'ai du travail, en théorie, je devrais pouvoir le retrouver en ouvrant ma session sur un autre portable, un autre appareil. Donc, c'est du local, certes, mais on a quand même une notion de, on veut faire quelque chose qui est un peu cloud et quelque chose qui est multi-device, donc au-delà d'un seul device, notre mobile, notre portable, notre ordinateur pas portable, etc. Troisième chose, le réseau est optionnel. Et donc ça, pour moi, c'est le cœur du truc, c'est qu'en fait, avec du local first, on ne devrait pas avoir besoin du réseau. Le réseau est optionnel. OK. Pourquoi est-ce que du coup, voilà, la plupart de nos applications aujourd'hui, elles se terminent en il n'y a pas de réseau, c'est une erreur, et puis plus rien ne fonctionne, quoi. Un autre de ces grands principes, c'est une collaboration sans heurts, je vais le traduire comme ça, sans inconvénient, quoi, avec vos collègues. Même si on fait du local first, on veut pouvoir, mine de rien, partager des données entre utilisateurs, collaborer. Ce qu'on fait aujourd'hui dans nos applications REST principalement, c'est t'es toi dans ton coin, t'édites un document en même temps que quelqu'un d'autre, paf, conflit, il y en a un qui doit se débrouiller, perdre son travail, recommencer, bref. On ne va plus forcément dans des applications local first avoir d'autorité centrale, même si on peut garder, et du coup ça nous permet je vais détailler un peu comment, mais de gérer ça différemment, ces cas de conflit. Un des grands principes, là, qui est plus philosophique, donc je ne vais pas m'étendre dessus, mais on veut faire des applications aussi sur la durée, sur la longue durée, sur des siècles, vraiment des dizaines d'années, et pas se dire, je déploie mon application, puis dans 5 ans, il faut que je la migre, parce que mon cloud provider, il a augmenté ses tarifs. Voilà, il y a une notion de OK, on va donner à nos utilisateurs leurs données. Ça va aussi nous permettre de dire si un jour il y a des choses qui changent, l'application sera pérenne. En théorie. Dernière chose, c'est secure et privé par défaut, une application local first. Vous stockez les données en théorie en local, donc vous n'avez pas de contraintes, notamment le RGPD. Et dernièrement, du coup, vous gardez un contrôle ultime et vous possédez vos données, vous les contrôlez. Tout ça, c'est les idéaux du local first. C'est bien d'avoir des idéaux. La réalité, c'est que tout ça, c'est quand même pas très vendeur. Et puis, je pré-shot, je sais qu'on m'a fait le retour que à quoi ça va servir de faire du local first, pour quel type d'application, quoi. Évidemment, tout ce qui va être de l'édition de documents, de l'édition de fichiers. Aujourd'hui, on fait beaucoup de choses qui sont de plus en plus des graphes, par exemple, du drag and drop avec des interfaces pour N8N ou pour configurer vos agents. Au final, c'est des documents. Vous pouvez passer du temps à éditer ça. Tout ce qui est sur un canevas, sur du dessin, sur du texte, même jusqu'à la musique, voilà. Les données personnelles, tout ce qui gère des données fortement personnelles, des notes, des prises de notes, des discussions, du calendrier, des applications de budget. Au début, donc, j'ai piqué ça un peu sur un article qui sortait les cas d'usage. Je lui disais non, les back-office
Crotte de gestion, pas vraiment, mais pas forcément d'accord. Pour moi, s'il y a du temps long à passer à éditer les choses, ça peut être intéressant de dire, ok, ben, on va adopter du local first. Tout ce qui est réseau social, par contre, tout ce qui est e-commerce, tout ce qui est banque, tout ce que... Là où vous avez besoin vraiment d'une autorité centralisée pour valider les choses, pour faire de la modération, pour faire de... Bah, il y a moins d'intérêt, quoi. Donc en résumé, les concepts du local first, pour moi, les 4 premiers sont vraiment indispensables. De se dire, bah, mon application, elle fonctionne en local instantanément, sans spinner, pas besoin de réseau, et qu'on peut quand même collaborer avec nos collègues quand le réseau revient après. Les dernières parties, le long now, euh, sécurité et privacy by default, bon, voilà. Et tout ça, ces arguments-là, c'est du bonus, mais c'est pas, bon, faut pas non plus s'en faire des caisses là-dessus, quoi. Comment on va implémenter tout ça maintenant? Euh, J'ai encore oublié un slide. Non, voilà, c'est mon schéma. Bah, le premier principe, c'est qu'en fait, on va prendre notre base de données qui avant était derrière notre serveur, là, cachée dans le cloud, et qu'on va se dire notre base de données principale, elle est sur le poste du client. Et quand on fait une action et qu'on veut un résultat côté utilisateur, ça va être instantané, parce qu'en fait, mon action se fait dans la base de données, localement. Plus besoin de latence réseau, plus besoin de gestion d'erreurs. Et du coup, ce qu'on met en place, parce qu'on veut quand même partager nos données avec d'autres utilisateurs ou potentiellement avoir une sorte de centralisation, et ben, on va mettre en place un moteur de synchronisation qui va s'occuper, lui, derrière la base de données, juste de faire la synchronisation entre mon client et mon serveur. Du coup, ça veut dire que mon serveur, on n'est pas obligé d'avoir un uptime de fou. Il peut se permettre de temps en temps, pas être up. Et on peut faire la synchronisation, bah, soit en direct quand il y a la connexion, soit plus tard quand la connexion revient. Plusieurs avantages à ça, du coup, bah, moins d'hébergement, moins de coûts d'hébergement dans le cloud, parce que si votre back peut être down, vous avez moins besoin d'une haute disponibilité. Et bon, votre inconvénient, mais ça on y reviendra, c'est que bah, la logique métier de votre application, elle est dans le front. Donc il y a plusieurs manières de faire des bases de données locales, et j'ai encore un souci de slide. Non, ça revient. C'est juste un peu lent. C'est juste très lent. Désolé. Je vais tout requitter, hein. Ça va aller mieux. Notre base de données locale, je vous disais, donc il y a plusieurs manières de faire. La manière la plus répandue, ça va quand même être d'avoir d'utiliser IndexedDB. Donc IndexedDB, c'est une API de tous vos navigateurs qui vous permet d'avoir une base de données SQL proche. Autre manière possible de faire, c'est d'embarquer complètement une base de données SQL compilée en WASM dans votre front, ou une base de données PGLite, mais bah, vraiment un truc un peu léger que vous pouvez envoyer sur le réseau, quoi, pas un gros truc. Donc ça, il y a plusieurs solutions, je ne vais pas détailler. Il y a un écosystème autour de toutes ces librairies et de ce genre de bases de données qui peuvent tourner dans votre navigateur. Alors pourquoi une base de données dans le navigateur? Bah, déjà, je vous ai déjà dit, c'est plus rapide. Ça peut fonctionner en mode hors ligne. Et ça va être plus simple et ça va simplifier énormément les choses. Un autre avantage, c'est que du coup, vous pouvez développer votre code de manière à ce que vous n'ayez pas à gérer vous-même le rafraîchissement. Et donc ça va être via des librairies. Donc ici, je vais vous montrer un exemple avec Dexy ensuite. En gros, vous allez utiliser des live queries qui vont directement synchroniser votre interface avec votre base de données. Donc encore une fois, il y a plusieurs solutions qui permettent de faire ça. Ici, il y a un exemple avec Dexy.
où en fait donc je suis encore dans un composant React, un composant fonctionnel, où je vais utiliser un hook, où je vais juste faire ma requête comme une requête SQL pour sortir tous mes amis, qui sont un peu vieux, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, j'ai juste à afficher derrière, faire un map sur toute ma liste d'amis. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas d'instantanéité, enfin de déclenchement de la requête à faire. C'est mon composant qui dit, j'affiche ça, et mon l'état de mon composant, finalement, il est dans ma base de données. Donc ça, c'est cool si j'ai des données locales. Mais si on veut synchroniser nos bases de données, derrière, on va pouvoir utiliser plusieurs solutions. Alors là, j'ai un peu tout mélangé, parce que c'est à la fois des bases de données qui peuvent vous permettre de faire du local first, mais super base, et d'autres, là, c'est plutôt des bases de données en temps réel qui vont se synchroniser automatiquement avec tous les clients, quoi. Voilà, je ne les connais pas toutes, je ne les ai pas toutes dédiées, mais moi, mon message principal, et je vais y revenir, c'est qu'en gros, il y a de plus en plus de solutions qui vous permettent de faire ça aujourd'hui. Maintenant, même toutes ces bases de données-là, toutes seules ne vont pas suffire à elles-mêmes, et ce qu'on va vouloir faire et mettre en place, c'est mettre en place un moteur de synchronisation. Donc l'idée, encore une fois, c'est de se dire, mon application, entre son UI et son stockage, elle tourne en boucle en direct, et toute la partie je veux la synchroniser avec une base de données distante, c'est notre moteur de synchronisation qui va s'occuper de ça, s'assurer que toutes mes données sont à jour, que quand il y a des données locales qui ne sont pas enregistrées à distance, je vais leur mettre un état. Et tout l'intérêt de ces moteurs de synchronisation, c'est que ça va aussi ça va tourner dans un service worker, donc en tâche de fond, pour éviter de bloquer le thread principal, votre interface. Et puis, il y a un mécanisme du coup de push-pull pour dire, à un moment, je vais aller récupérer les données serveurs et puis je vais aller pousser mes données clients. Sans que donc souvent, ça peut passer par des WebSockets ou d'autres, quoi, et sans que ce soit à vous, développeurs, de gérer ça. Donc côté WebSocket, on se retrouve un peu avec la même chose. L'idée, c'est que la synchronisation, elle se fait aussi entre mon serveur et mon client avec des live queries qui disent moi, je veux que cette base de données de mon client, ce soit, par exemple, un sous-ensemble. Vous n'allez pas récupérer toutes les données de tout le monde. Vous allez vouloir dire je veux juste les données pour cet utilisateur-là. Et donc ça va être au niveau, pareil, de votre moteur de synchronisation, où vous allez pouvoir dire je veux des slices, des petits bouts de données là-dedans. Donc si vous avez vu Service Worker, ça a dû faire clic chez certains, je pense, sur le concept de PWA, de Progressive Web App. Que vous dire là-dessus, les deux permettent, alors, Local First et PWA, c'est un peu complémentaire, mais c'est vraiment des sujets différents. Les Progressive Web App, notamment avec la partie Service Worker, vous permettent surtout de gérer une application en cache locale tout le temps, où en fait vous allez la consulter une fois, votre application web, et elle va rester dans la durée. Vous n'allez pas avoir besoin de rafraîchir. Et voilà. Et donc c'est la partie Service Worker des PWA qui va vous permettre de gérer aussi le mode connecté, déconnecté. Sur ce site, il y a plein de Progressive Web App, c'est aussi tout ce qui va vous permettre de faire que votre application web, elle a une apparence, un look and feel native, et donc d'aller utiliser aussi des fonctionnalités de vos devices, l'appareil photo, des choses comme ça, toujours en faisant du web, quoi. Mais du coup, la partie PWA, voilà, je passe très vite, c'est pas vraiment le sujet du jour. Donc, on a abordé le sujet 1 du local first. Maintenant, la partie vraiment synchronisation. C'est ça qui va nous manquer pour dire, OK, on a fait du local, mais en fait, on veut aussi faire du local collaboratif avec d'autres gens. Donc, le truc à retenir principalement, c'est que ça va synchroniser votre partie base de données client, qui, elle, est synchronisée avec votre IHM, avec votre serveur. Aujourd'hui, surtout, c'est un peu magique. Dans le bon sens, dans le sens où en fait ça fait le travail pour vous et vous avez moins besoin de vous en soucier avant. Qui utilise des moteurs de synchronisation? Déjà, c'est pas nouveau comme idée, hein. C'est pas nouveau, j'y reviendrai encore, mais pas des petits gens, quoi. C'est quand même de grosses applications.
sous une forme ou une autre. Je n'utilise pas forcément les librairies ou bases de données que je vous ai présentées, mais souvent ils tournent autour du truc. Comment ça fonctionne? Si vous faites du dev, vous utilisez un moteur de synchronisation, même si vous ne le savez pas forcément. Git, mine de rien, ça vous permet de synchroniser des changements que vous faites sur vos branches en local, et puis à un moment de dire je vais la resynchroniser avec ma branche principale. Et donc il faut imaginer que dans un moteur de synchronisation entre le client et le serveur, votre état serveur, ça va être votre branche principale, et votre état client, ça va être les modifications qui sont faites sur une branche à part. À un moment, il va falloir fusionner. La fameuse fusion va, avec Git en tout cas, vous entraîner des conflits. C'est lié notamment à la structure de données de Git qui considère qu'une ligne, c'est un rapport à la ligne précédente. Donc si plusieurs personnes modifient quelque chose, la même ligne, boum, à un moment, on ne sait pas comment choisir. Donc c'est à vous de résoudre vos conflits quand vous utilisez Git, ou d'avoir des pratiques qui les évitent. Comment résoudre des conflits avec des solutions? Alors la manière la plus dégueulasse que j'ai vue sur plusieurs des projets que j'ai vus, c'est implémente-la toi-même, démerde-toi. Moi je te gère les données, et donc c'est à toi de dire quand tu vas avoir un conflit entre deux données, implémente qui a raison, qui a tort entre mes deux sources de conflit. Pour le coup, c'est un vrai to-do de tirer d'une lib que je vais citer si c'est RxDB. Et donc, ça, c'est la mauvaise... Enfin, pour moi, la mauvaise, c'est vraiment pas pratique. Parce qu'en fait, on a aussi... Décidément, j'ai un problème avec ces slides. Je ne sais pas ce que j'ai fait dedans, mais... ils ont décidé de planter toutes les 4 secondes. Toutes les 10 minutes. On va voir si c'est récurrent, c'est que j'ai une fuite mémoire. Ça arrive. Ça arrive. Revenons à nos moutons. Donc, plutôt que d'avoir à résoudre vous-même vos conflits, on va utiliser dans les moteurs de synchronisation ce qu'on appelle un CRDT, donc un Conflict Free Replicated Data Types. C'est au cœur vraiment des moteurs de synchro, c'est ça qui va permettre en fait d'éviter d'avoir à solliciter nos utilisateurs pour leur dire hey, j'ai un conflit là, vous vous rappelez du 409 conflit qui dit tiens, rafraîchis ta page. Non, là c'est le moteur de synchronisation qui va, grâce à des types de données, des structures de données particulières, résoudre le problème automatiquement. Les propriétés d'un Conflict Free Replicated Data Types, du coup, ça vous permet de mettre à jour des données qui sont en conflit, du coup, sans autorité centrale, sans un serveur qui dit « Ok, c'est telle personne qui a raison parce qu'elle est arrivée d'abord ». Il y a dans les data types des algorithmes de résolution du conflit et qui vont aller vers la fameuse cohérence éventuelle. Un jour, les conflits seront résolus. On ne garantit pas quand, mais voilà, ça voilà. Donc il y a plusieurs librairies en JavaScript qui vous permettent de faire ça. Je vais juste en présenter une avec YJS. L'idée, c'est que vous n'allez pas forcément passer du JSON ou passer des types natifs, des types simples de JavaScript, mais que vous allez quand même passer par la déclaration déjà. Donc déjà, je l'importe, une déclaration de document, où je vais dire, OK, voilà ma structure de données, dans laquelle je mets une map avec une clé et une valeur. Et ici, je crée un deuxième document, où on dit, OK, c'est mon document remote qui, lui, va avoir une autre clé, une autre valeur. Et à un moment, là, j'ai mon merge. J'ai, OK, voilà, il faut que je résolve les conflits entre mon client et mon serveur. On passe par ces API de data types pour avoir à la fin, OK, j'ai un objet qui a du coup les deux clés de mes deux types de données. Donc il n'y a pas que YJS, il y en a d'autres, Automerge. Donc ça, j'ai pris les types de données de côté Automerge, je les trouvais intéressants. L'idée, c'est que vous allez aussi devoir utiliser certains types de données beaucoup plus précis
En JavaScript, on n'a que number, par exemple. Ici, là, vous allez pouvoir dire, OK, mon champ, c'est un entier signé, c'est un entier non signé, c'est un string, un texte, vraiment. Vous allez avoir une API au sein de ces librairies de type de données qui, bon, du coup, sont un peu contraignantes, certes, mais du coup, ça va permettre déjà au data type de gérer lui-même sa résolution de conflit, et puis de s'occuper aussi de la sérialisation. Donc, vu que c'est le moteur de synchronisation qui va faire les échanges entre le client-serveur, c'est lui qui dit, OK, je prends le data type, je le mets dans du... Donc souvent, c'est dans des tableaux d'entiers. Et je m'occupe moi-même de faire la validation, de faire le transfert de données. Ça a quelques avantages. Déjà, ça va, par rapport à du JSON ou à des choses un peu plus grosses, ça va avoir une taille réduite. Et puis, ça va permettre aussi de passer par une phase de validation au runtime. Alors, pas forcément avec toutes les librairies, mais certaines le permettent. Bref, donc la combinaison de tout ça, les CRDT, les bases de données locales, c'est ça qui fait qu'on peut faire du local first, en ligne comme hors ligne, et de gérer du coup de la synchronisation, soit en temps réel, soit en temps différé. Dernier petit point, c'est aussi du coup votre moteur de synchronisation qui va gérer le fait de j'ai des données que je n'ai pas encore synchronisées avec un serveur. Ben, je les note, je les dis, ok, ces données-là, elles sont en mode brouillon, en mode stale. Et c'est pareil, c'est pas à vous de gérer ça. Il y a pas mal de librairies et de solutions différentes. J'ai essayé de pas trop, dans ce talk, être spécifique à une seule solution, parce qu'il y a beaucoup de choix. Donc, base de données, j'en ai cité quelques-unes tout à l'heure, mais il y en a d'autres. Notamment, je suis en train de poker actuellement Electric SQL, que je trouve vraiment intéressant, qui est basé sur du Postgres. Donc il y en a d'autres, OrbitDB, Fireproof. Et côté librairie de CRDT, donc je vous ai parlé d'YJS, il y a aussi Automerge, Loro. Côté moteur de synchronisation, là c'est aussi la foire. Donc il y a Zero qui est très intéressant et que je vais vous présenter, Replicache, Electric SQL, voilà, LiveStore, et il manque aussi Convex, je l'ai mis aussi. Bref, il y a un paquet de choses. Donc un petit exemple avec Zero, si vous repensez à mon exemple React du début de cette conf, Zero c'est une solution donc, qui est encore en alpha, donc qui est utilisée à vos risques et périls, quoi. Néanmoins, donc ça je l'ai tiré juste de la doc officielle, ce petit exemple, vous allez retrouver une live query où je vais dire ok, bah là je vais récupérer, je suis dans une application de gestion de pistes d'albums et un Spotify-like, on va dire quoi. Du coup, je vais utiliser des méthodes pour dire je vais faire une query pour récupérer mes données d'affichage de ma base de données locale avec des filtrages par artiste, par ID, etc., hein, l'équivalent de vos requêtes SQL. Et je vais ajouter une méthode sur chaque piste pour dire je veux la mettre en favori, quoi, on star. Vous notez que ces deux hooks, il n'y a pas d'asynchrone, il n'y a pas de promesse, il n'y a pas d'attente de réseau. Et on appelle directement soit query, soit mutate. Et derrière, pareil, bon, j'affiche ma liste de tracks avec mon petit OnStar pour le favoriser. Petit aparté, donc bon, ça je vous l'ai déjà dit, c'est encore en alpha. C'est pas complètement du local first parce qu'il y a une composante serveur, enfin il y a du détail que je rentrerai pas. Moi ce que j'aime beaucoup surtout c'est la plupart de ces solutions de synchronisation, elles ont une API qui au final sont juste soit je récupère de données, soit je les modifie. C'est pas du tout une attaque contre REST, hein, ou contre HTTP, mais du coup au niveau de développement c'est quand même beaucoup plus simple d'approche de se dire, on ne se pose pas la question, est-ce qu'il faut que je fasse un put ou un patch ou un... Bref, passons. Et donc il n'y a pas que Zero qui offre ce genre d'API, la plupart des stores et des moteurs de synchronisation s'en approchent. Néanmoins,
Ça va être le plus gros problème de tout ça pour moi, c'est que c'est un gros changement de paradigme. Alors évidemment, sur fond blanc, vous ne voyez pas, mais en gros, il y a une flèche qui fait le tour normalement, donc qui va de mes composants, où aujourd'hui, hein, quand on fait du client-serveur standard, mon front, il va se charger de faire la liaison entre mon UI et mon type de données. Il va faire mon fetch, ma récupération de données, de ma sérialisation. J'envoie une requête à mon bac qui fait l'autorisation, la désérialisation, gna 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 gna. Ça enregistre en base de données et on renvoie une réponse à mon client en faisant tout ça coerce, filter, format, truc jusqu'au front qui dit ok c'est bon, je désérialise la réponse, je remets à jour mon API, je l'hydrate et j'applique les changements. Et au final, le paradigme, décidément, ça veut plus. C'est con, ça faisait un bel effet sur ce truc-là. Ça frise complètement. Vous voyez ma souris là ou pas? Ah, ah, ah. Alors, on est reparti. Désolé pour les soucis techniques. Et donc oui, le plus gros changement de paradigme, c'est qu'au final, avec tous ces moteurs de synchronisation et le local first, on est juste en mode, j'ai mes composants UI, ils interrogent la base de données, puis derrière, j'ai un moteur de synchronisation qui fait la synchro avec le reste. Ce ne sera pas le premier changement de paradigme qu'on a dans le développement logiciel, ni le dernier, je pense. On est déjà passé, en tout cas dans le web, d'un modèle de multi-page app, où à chaque navigation, vous rafraîchissiez complètement votre page, à un modèle SPA, à un modèle mélange de PWA pour être en mode déconnecté complètement. Puis on est revenu vers du modèle SPA, mais avec un rendu serveur, donc tout ce qui est Next.js, Meta Framework, etc. Pour aujourd'hui peut-être aller vers au final du local first. Quel intérêt? Il ne faut pas se leurrer, je pense que la plupart de nos applications et de nos clients ne vont pas forcément y voir l'intérêt. La plupart de nos stakeholders, qu'il va falloir nos PO, tout ça, qu'on devrait convaincre, risquent de bloquer fortement, notamment pour tous les principes que je vous ai évoqués au début, qui sont que oui, c'est bien gentil de vouloir faire des applications sur la longue durée, hein, mais bon, dans nos ESN, voilà, on fait du build et puis une fois que c'est buildé, on passe à autre chose, quoi. Bref. Par contre, côté utilisateur, je pense que c'est vraiment, c'est vachement bien. Moi, en tant qu'utilisateur d'application, je veux du local first, je veux pouvoir travailler sans être connecté. Je veux m'assurer que mes données, elles ne soient pas piratées, elles ne soient pas dans le cloud ailleurs. Donc voilà, il y a plein de sujets que je n'ai pas abordés et que je n'aborderai pas dans ce talk parce que je n'ai pas encore les réponses. Par exemple, oui, tout ce qui est sécurité. En théorie, si vous synchronisez bien les choses, enfin bref. Ah non, c'est pas ça que je veux dire, c'est que votre authentification, la partie est-ce que j'ai le droit de faire telle action ou pas, au final, elle va être côté client. Mais si vous voulez faire les choses propres, vous allez aussi devoir l'implémenter côté serveur pour vous assurer que quand on reçoit une requête de synchronisation côté serveur, est-ce que cet utilisateur il avait bien le droit de toucher à ces données-là, etc. Donc il y a moyen de faire ça. J'ai pas toutes les solutions dont je vous ai parlé ne le font pas forcément. Voilà. Authentification, il y a aussi des changements. On va vouloir éviter, on va être sur des durées de session beaucoup plus longues. On va vouloir éviter de forcer nos utilisateurs à rafraîchir leur jeton d'autante toutes les 3 minutes parce que c'est notre application, il faut qu'elle fonctionne en déconnecté. Donc voilà, il y a des choses comme ça un peu plus velues que j'ai pas encore creusées.
Le principe, alors là, c'est plutôt dans quel sens vous allez vouloir écrire. Est-ce que vous dire, je veux d'abord écrire en local et puis ensuite synchroniser, mais c'est aussi possible de dire, bah, je vais écrire en serveur et puis avoir une validation. Bon, il y a certaines librairies qui vous permettent de faire les deux. Voilà, j'ai pas creusé. Et puis, bah, là, se pose la question de, ok, j'ai transformé mon bac avec un moteur de synchronisation, mais au final, si je veux offrir une API à un autre front-end, une autre application, comment que je fais? Ben, encore une fois, dans l'idée, c'est de se dire, je vais avoir un serveur qui va être lui-même client avec un moteur de synchronisation de ma base de données. Et là aussi, ça veut dire que bah, vos règles de gestion que vous aviez développées devant votre moteur de synchronisation en front, il faut qu'elles soient côté back. Il faut que vous utilisiez un langage universel du code voilà, JavaScript sur le client comme sur le serveur. Oui, oui, on peut faire ça. Désolé. Le fameux oui, mais si on danse de Gaston Lagaffe. Évidemment, encore une fois, si vous avez besoin d'une autorité centrale, si vous avez des applications avec des process de validation, vous voulez vous assurer que bah, tout le monde ne fait pas tout ce qu'il veut, bon, ça, c'est pas la panacée non plus, il n'y a pas de silver bullet, il n'y a pas de balle en argent comme on dit, donc à vous de gérer ça, quoi. Néanmoins, bah, pourquoi c'est bien tout ça? Parce que vous n'avez plus besoin de librairie de gestion d'état en soi. Vous n'avez pas besoin de Redux, de TanStack, de choses. Enfin, bon, si, un petit peu. Mais beaucoup moins qu'avant. Vous avez vu dans les exemples de code, pas à gérer de la latence, des erreurs, etc. C'est vraiment votre base de données locale qui devient votre état au final. Et bah, pour moi, on redonne contrôle dans nos applications à les utilisateurs. Un des autres gros avantages que je trouve, c'est que bah, c'est toujours des web apps. C'est toujours des applications web qu'on peut déployer en ligne. Et puis, c'est juste qu'une fois que vous l'avez récupérée en local, elle peut fonctionner tranquillou sur n'importe quel device. Et voilà. Encore une fois, les bénéfices, pas de logger, pas d'asynchrone dans nos codes des métiers, réduction des coûts. Gros inconvénient, je sais que je vais me prendre des tomates où il y a des gens qui ne sont pas fans du tout de ça, mais bah oui, on déplace la logique dans notre front-end. On fait déjà ça pour les applications mobiles, la plupart, mais bref. Moi, les autres avantages que j'ai pas forcément cités aussi, c'est qu'on peut prototyper des choses extrêmement rapidement. C'est-à-dire que vous avez votre base de données locale, votre front web local. Si vous voulez tenter des choses, voilà, avec votre modèle de données, encore une fois, local, et puis pensez à comment je vais l'héberger, comment je vais synchroniser ma base de données après. Essayons de pas trop siloter, quoi. Ouais, ça c'est une autre chose. Tout ça, bref, à retenir toutes ces différentes approches. Le but de base, le local first, c'est on agit d'abord, et puis en fait on synchronise nos données après avec le back. Donc on a vu les 7 idéaux du local first. Ces deux concepts, local first, sync engine, qui sont différents, mais en fait qui sont fortement reliés. Si vous voulez faire vraiment du local first, il vous faut un moteur synchronisation. Est-ce que ça va changer le développement web et mobile? Je ne sais pas. Moi j'espère. Donc on va vers des choses un peu plus locales, un peu moins dans le cloud, un peu moins et qui fonctionnent. Surtout, c'est possible, je vais y revenir, mais ça va peut-être devenir pour moi un nouveau défaut. De la même manière que nos frameworks avant, ils faisaient soit du multi-page, soit du single page app, puis du single page app avec rendu serveur. On va peut-être s'approcher vers des choses où par défaut, nos frameworks vont faire ça pour nous. Alors, Preshot encore, ça existait déjà. Tout ça depuis longtemps. Petite anecdote, moi, mon premier projet où j'ai vraiment vu du local first et des moteurs de synchronisation, ça devait être en 2012, 2013. C'était une application mobile pour dans l'élevage et dans l'agriculture pour aller
noter les productions d'œufs de poule ou de choses comme ça. Forcément, quand on est dans les champs, même avec un portable, il n'y avait pas forcément de connexion tout le temps. Donc il y avait dans cette application un système de OK, je l'enregistre en local. Et quand je retrouve la connexion, je resynchronise tout ça. Et donc toutes ces applications, Lotus Notes, il y a des vieux dans la salle qui ont utilisé Lotus Notes. 89, quoi, Exchange, Google Docs, c'est pas nouveau. Mais ce qui a changé, pour moi surtout, c'est qu'il y a de plus en plus de librairies, de frameworks qui ont fait ça. Désolé, ça a encore planté. J'espère que ce sera le dernier de la présentation. Alors, on était où? Conclusion. Oui, ce qui a changé, donc surtout, je disais, c'est qu'aujourd'hui, vous avez tout un écosystème. Tout un écosystème de bases de données, de moteurs de synchronisation, de frameworks qui vont vous faire ça. Donc ça, c'est sur le podcast, sur le site de localfirst.fm, qui est une grosse... il y a aussi une localfirst conférence. Donc il y a tout un écosystème autour de ça qui vous permettent d'aller... de faire ça super simplement, en fait. Donc là, vous avez toute une... je ne vais pas pouvoir scroller si ça va. Toute une tripotée de solutions, donc Loro pour tout ce qui est moteur de synchronisation, PowerSync, et à chaque fois sur cette page-là, vous avez en fait sur quelle plateforme vous pouvez les utiliser, dans quel langage, donc il n'y a pas forcément que du web, sur quel... voilà, vous pouvez comparer un peu les différentes solutions, de comment ça fonctionne, et puis les tester en fait. Et moi, je vous encouragerais à les tester. Et donc, faire des POC. C'est vachement bien de faire des POC. Surtout, ce qui a changé pas mal, c'est l'adoption. C'est qu'on est de plus en plus, dans les années récentes, sur des applications qui, par défaut, vont fonctionner en local first. Pour finir, quelques petits mots. La complexité technique, c'est ça qui est vachement bien au final, c'est qu'avec ces nouvelles solutions, elle disparaît. L'exemple d'application que je vous disais là pour les agriculteurs, c'était dans notre code applicatif qu'on gérait la synchronisation, qu'on gérait les pertes de connexion, etc. Là, avec toutes ces solutions-là, ça va disparaître. Encore une fois, les inconvénients, c'est que il peut rester quand même des problèmes où résoudre des conflits, c'est compliqué. Là, typiquement, ça veut dire que vous allez devoir passer par des types de données custom. Faire des applications distribuées, ça reste compliqué, même si tout ça va nous simplifier la vie. Un des gros risques que je vois encore, moi, sur ces solutions-là, c'est le vendor locking. C'est qu'il y en a certaines qui vont vraiment vous fournir tout clé en main de la base de données jusqu'à votre client. Et donc voilà, c'est un peu trop collant. Trop d'adhérence avec ce truc. Et puis ça, je passe vite fait. Voilà, au minimum, pensez-y. Ça existe. Si jamais vous voulez faire une application vraiment sans serveur, c'est possible. Encore une fois, faites des POC, testez ça vous-même, faites-vous votre propre conviction. Voilà. Je m'appelle Benjamin Legrand. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom Benji Leniard. Je travaille chez OnePoint, même si on ne voit pas les slides en blanc. J'ai fait tout ce talk à cause de ces gens-là qui l'ont partagé via des discussions sur Twitter. Ça arrive encore des discussions sur Twitter, c'est intéressant. Et sans qui, j'aurais pas découvert le concept. Et donc, ils partagent les choses. Alors, Sandro Maglione, il est sur Convex, je crois. Et bref, c'est des gens qui contribuent à tous les frameworks dont je vous ai parlé. Merci beaucoup. Et évidemment, si vous pouvez jouer à Hollow Knight, SingSong. Les illustrations n'ont rien à voir, mais j'adore ce jeu. Vous pouvez me laisser un feedback sur Open Feedback et retrouver mes slides avec pas mal de sources. Voilà. Merci. On a quelques minutes pour des questions, si on en prend une ou deux. C'était là-bas.
Bonjour. Merci pour déjà le sujet que, de mon point de vue, était intéressant. C'est un propos qu'on a eu à aborder dans mon entreprise très récemment. Il y a plein de concepts qu'on ne connaissait pas et du coup des choses que je découvre aujourd'hui qui vont peut-être nous servir vraiment là, peut-être demain. J'avais une question par rapport au tout début de la conférence où vous avez parlé notamment des différents devices sur lesquels on pouvait utiliser le local first et j'ai peut-être mal compris le propos. J'ai cru comprendre que c'était possible du coup de répercuter en fait les modifications de données, de fichiers, etc. sur différents devices du coup d'un même utilisateur, que ce soit téléphone portable ou PC, mais en restant en local first et donc sans réseau. J'ai pas Ah bah, saisi ah le non. sujet. Et oui, évidemment, le local first étant le principe, à partir du moment où vous êtes complètement déconnecté, ça va, c'est pas magique, hein. On va pas inventer l'absence inventer la connexion réseau. Donc non, non, ça peut, ça va garder en fait en local les modifications que vous faites. Et bah, quand ça va revenir en ligne, les conflits vont se résoudre, quoi. Mais non, non, effectivement, c'est pas. Ok, non, C'est pas magique. j'ai cru à de la magie. Ouais, non, Merci. derrière. Une dernière question? Merci pour la conf. Alors, disclaimer, j'ai fait une appli local first et ça a été un échec avec toutes les problématiques que tu as données. Est-ce que toi-même, tu as fait une appli vraiment qui est partie en prod avec pas mal d'utilisateurs ou c'est Pour juste... l'instant, non, je suis encore à l'étape de POC. D'accord, ok. Mais je trouve, et notamment parce que moi, côté mes clients, sont pas. C'est ce que j'ai mis dans les slides au début. Bon, faut arriver à les convaincre, faut arriver à les. Et Alors moi, qu'il n'y pour a le pas coup, encore c'était forcément dans le milieu agricole aussi, donc voilà, c'est dans des. pour Moi, ça je qu'il y avait... bosse beaucoup pour des grosses DSI ou des choses comme ça, où en fait, bah, on fait des applis dans le cloud, on a nos vendeurs de cloud, donc on y va. Mais non, non, par contre, j'ai des petits projets perso à côté que j'ai bien l'intention de pousser en prod, mais pour l'instant, ils ne sont pas encore, Ok. pas Alors, encore à cet état-là. petite question complémentaire quand même, c'est... donc tu dis d'un côté, on va comment exclure certaines complexités d'état, de l'odeur, etc. Mais est-ce que tu ne penses pas que le fait de gérer la synchronisation, par exemple, tu as des données non synchronisées, il faut quand même l'afficher à l'utilisateur pour le dire bah ça c'est pas encore synchronisé. Est-ce que tu ne penses pas que ce que tu enlèves dans la partie client-serveur habituelle avec les loaders, etc., ça ne revient pas au final sous une autre forme dans ton front? Et pareil, tu parles beaucoup de la latence réseau, mais il y a un moment, il faut synchroniser les données, et à ce moment-là, il y a aussi euh, bah, du besoin d'échange client-serveur dans tous les cas, ou du peer-to-peer. Et notamment, si tu as beaucoup de données qui n'ont pas été synchronisées parce que tu étais hors ligne pendant un bon moment, et que tu te retrouves en 3G, etc., est-ce que tu ne penses pas aussi que de toute façon, ta synchronisation sera longue et que peut-être pendant ce temps-là, ça va bloquer l'utilisateur pour une raison ou pour une autre? Voilà, petite Ouais, ouais, question c'est un complémentaire. des. Alors, c'est comme j'ai dit, hein, c'est pas la. Il n'y a pas de silver bullet. Et c'était une des critiques que j'avais vues où effectivement, bah, si vos clients sont déconnectés pendant très longtemps et que vous avez fait plusieurs mises en prod, plusieurs livraisons, ils ont à gérer non seulement la resynchro des données. Si les modèles de données ont changé, il y a aussi des trucs à. Mais oui, oui, c'est pas complètement d'accord, hein, c'est pas non plus ultra génial. Eh ben, merci beaucoup. On doit s'arrêter là. Merci.